Lorsque Caroline rentra dans la chambre de sa mère, elle trouva le curé priant pour le repos de cette âme, qui venait de comparaître devant Dieu et qui recevait la récompense de sa piété, de sa longue patience, de sa résignation. Ses peines n'avaient duré que quelques années, son bonheur devait durer toujours. En voyant sa mère sans mouvement et sans vie, Caroline étouffa un cri qui s'échappait de sa poitrine. Se jetant à genoux, elle donna un libre cours à ses larmes. Le curé la laissa quelque temps à sa douleur. Quand il vit que ses sanglots commençaient à se calmer, il lui dit de sa voix pleine d'onction et de piété. « Ma pauvre enfant, remerciez le bon Dieu d'avoir terminé les souffrances de votre mère, demandez-lui du courage pour lutter contre l'isolement et les privations. Souvenez-vous que ce Dieu si bon est toujours avec vous, que, s'il vous envoie des peines, c'est pour effacer vos fautes et pour mieux récompenser votre obéissance, votre résignation, votre dévouement. Caroline. Je le sais, monsieur le curé, je le sais. Mais ma mère, ma pauvre mère. Je reste seule. Le curé. Non, pas seul, mon enfant. Il vous reste un devoir, un grand devoir à remplir, celui que vous a légué votre mère. Vous êtes le seul soutien, le seul appui de votre frère. Dieu vous aidera, car la tâche est difficile. Caroline. Hélas. Oui, il me reste mon frère. Mon frère. Que le bon Dieu me protège, car je sens mon courage faiblir. Le curé. Il vous protégera, mon enfant. Ne doutez pas de sa bonté. Quoi qu'il vous envoie, remerciez et acceptez. Caroline. Je tâcherai, monsieur le curé, je tâcherai. Que sa sainte volonté soit faite et non la mienne. Après avoir cherché à consoler et à remonter Caroline, le bon curé lui dit. Ma chère enfant, vous ne pouvez rester seule avec le corps inanimé de votre mère, je vais rentrer chez moi et vous envoyer la vieille Nanon, qui a l'habitude d'ensevelir et de veiller les morts. Je reviendrai vous voir demain de bonne heure et je me charge de tout ce qui a rapport aux funérailles. Ne vous inquiétez de rien, priez pour elle, priez pour vous, confiez-vous en la bonté de votre Père Tout-Puissant. Adieu, mon enfant, au revoir, et que la bénédiction de Dieu repose sur vous et sur votre maison. Le curé donna une dernière bénédiction à la mère et à la fille, et sortit. Lorsque Caroline se trouva seule, elle ne chercha plus à se contraindre. Malgré sa résignation à la volonté de Dieu, elle se laissa aller à toute la violence de sa douleur. Ses gémissements et ses sanglots éveillèrent Gribouille, quoiqu'elle eût eu la précaution de fermer la porte. En entendant pleurer sa sœur, il se leva, passa à la hâte ses vêtements, entr'ouvrit doucement la porte et aperçut Caroline affaissée sur ses genoux, le visage baigné de larmes, les yeux levés vers le crucifix, les mains jointes retombées sur ses genoux. « Caroline, dit-il d'un air de reproche. Caroline essuya ses yeux à la hâte, mais ne se releva pas. « Caroline. Tu m'as trompée. Je dormais parce que j'ai cru à ta parole. Caroline. Tu as du chagrin. Pourquoi pleures-tu » Caroline montra du doigt le corps inanimé de sa mère. « Elle est morte, dit-elle d'une voix étouffée. » Gribouille approcha du lit de sa mère et la considéra attentivement. « Elle ne souffre plus, dit-il, non. Elle ne souffre pas. » Et, se retournant vers sa sœur. « Pourquoi pleures-tu, puisqu'elle est heureuse ? Tu n'es donc pas contente qu'elle soit heureuse ? Caroline. Oh ! Mon frère, pense donc que nous ne la verrons plus, que nous n'entendrons plus sa voix, que nous ne pouvons plus rien pour elle. Gribouille. Nous pouvons prier, monsieur le curé l'a dit l'autre jour. Nous ne l'entendrons plus gémir et se plaindre, nous ne la verrons plus souffrir, tu aimes donc mieux avoir le plaisir de la soigner que de la savoir heureuse ? C'est singulier. Je croyais que tu l'aimais beaucoup. Caroline. C'est parce que je l'aimais que je la pleure. Gribouille. C'est drôle d'aimer comme ça. Pleurer parce que maman est heureuse sans toi. Pleurer parce qu'elle ne souffre plus près de toi. Caroline. Ce n'est pas cela, Gribouille, ce n'est pas cela. Si je venais à mourir, même pour être très heureuse près du bon Dieu, est-ce que tu ne pleurerais pas ? Gribouille réfléchit un instant. Je pleurerais un peu, peut-être,
mais je serais si content de te savoir heureuse, et je serais si sûr de te rejoindre un jour, que je me consolerais tout de suite, et que j'attendrais patiemment que le bon Dieu me fasse mourir à mon tour. Ce garçon a plus de bon sens que nous tous, ma pauvre fille, dit une voix forte qui fit retourner Caroline et Gribouille. C'était Nanon, qui était entré depuis quelques instants, et qui écoutait la conversation de Gribouille avec sa sœur. Tu as raison, mon garçon, c'est-à-dire au fond tu as raison, mais c'est tout de même triste de ne plus voir ce qu'on a aimé. Vois-tu, c'est comme une médecine, c'est mauvais à avaler, mais ça fait du bien. Et à présent, va te coucher, mon garçon, nous n'avons que faire de toi, tu nous gênerais au lieu de nous aider. Gribouille. Mais Caroline? Nanon. J'aurai soin de Caroline, sois tranquille. Gribouille. Vous l'empêcherez de pleurer? Nanon. Ah! Je crois bien. Je voudrais bien voir qu'elle pleura, après tout ce que tu lui as dit. Gribouille, tièrement rassuré par les paroles et l'air décidé de Nanon, et par le calme momentané de sa sœur, l'embrassa à plusieurs reprises et retourna dans sa chambrette, se recoucha et se rendormit paisiblement. Quand il se réveilla le lendemain, et qu'il alla chercher Caroline, il trouva la chambre pleine de monde, le bruit de la mort de la femme Thibaut s'était répandu, les voisines étaient accourues, les unes par compassion, les autres par curiosité, peu par charité. Caroline avait passé la nuit en prière près de sa mère, que Nanon avait ensevelie dans un linceul bien blanc. Caroline, pâle, défaite, triste et abattue, recevait avec reconnaissance, mais sans y répondre, les témoignages de sympathie vraie ou fausse qu'elle recevait des voisines. Les unes parlaient avec volubilité, les autres donnaient de ces consolations qui choquent et qui irritent. « Que allez-vous faire de votre frère ?» dit une de ces femmes. « Il va vous gêner pour gagner votre vie. » Si vous le faisiez entrer dans un hospice? Jamais, dit Caroline en se levant debout près du lit de sa mère, sur lequel elle était appuyée. Jamais. J'ai promis à maman de ne jamais abandonner mon pauvre frère, je ne manquerai pas à ma promesse. C'est bel et bon, petite, reprit Nanon d'un air mécontent, mais comment le nourrirez-vous? Comment vivrez-vous à deux avec ce que vous gagnerez par votre travail? Le bon Dieu y pourvoira, maman priera pour nous. La petite est têtue, dit la bonne femme, nous verrons comment elle se tirera d'affaire. Ce ne sera toujours pas par son travail, dit une voix qui fit tourner la tête à Caroline et à Gribouille. Pourquoi ma sœur ne se tirerait-elle pas d'affaire par son travail, dit Gribouille en marchant vers Mademoiselle Rose, car c'était elle qui avait prononcé ces dernières paroles. Demande-le à Madame Delmy, mon garçon, elle te le dira. Gribouille, un peu inquiet des paroles de Mademoiselle Rose, regarda quelques instants son visage faux et malicieux. Se glissant près de la porte, il l'entr'ouvrit et disparut. Il courut vers la maison de Madame Delmy, il demanda à la voir, elle le fit entrer dans sa chambre. Madame Delmy. Que me veux-tu, mon pauvre garçon, dit-elle avec intérêt. Gribouille. Je viens demander à madame pourquoi ma sœur ne se tirerait pas d'affaire avec son travail. Madame Delmy. Comment? Que veux-tu dire, Gribouille? De quelle affaire ta sœur doit-elle se tirer? Et pourquoi me le demandes-tu à moi qui n'en sais rien? Gribouille. C'est Mademoiselle Rose qui m'a dit de le demander à madame, sans quoi je ne me serais pas permis de déranger madame. Madame Delmy. Mademoiselle Rose. C'est une plaisanterie fort ridicule, où est Rose? Où l'as-tu vue? Gribouille. Chez nous, madame, avec toutes les commères du quartier. Madame Delmy. Par quel hasard avez-vous une réunion de commères? Gribouille. Elles viennent voir ce que fait et dit Caroline près du corps de maman. Madame Delmy, avec surprise. Du corps? Est-ce que ta mère serait morte? Gribouille. Morte cette nuit, madame. Madame Delmy, de même. Et tu n'éprouves aucun chagrin de la mort de ta mère. Gribouille. Si fait, madame, mais j'en suis content pour elle. Madame Delmy, avec indignation. Mais c'est abominable, cela. Comment?
Ta mère qui était si bonne pour toi, tu ne l'aimais pas, toi. Gribouille. Pardon, madame, c'est parce que je l'aime beaucoup que je suis content de ne plus la voir souffrir et de la savoir heureuse. Madame Delmy. Mais tu ne la verras plus jamais. Gribouille. Pardon, madame, je la verrai dans l'autre monde. Monsieur le curé m'a dit qu'on se retrouvait après avoir été mort et qu'on ne se quittait plus jamais, et qu'on était heureux, si heureux qu'on ne souffrait plus du tout. Madame voit bien que ce serait bien méchant et ingrat à moi de m'affliger de ce que maman est heureuse, je voudrais bien la retrouver, allez. Madame Delmy, d'un air pensif. Pauvre garçon. Tu as peut-être raison. Et que fait Caroline? Gribouille, avec embarras. Je suis fâchée de dire à madame que Caroline pleure. Il ne faut pas lui en vouloir, elle n'est peut-être pas bien sûre que maman soit heureuse. Madame pense bien que Caroline, qui travaille toujours, n'a pas, comme moi, le temps de réfléchir. Et puis, ces bonnes femmes qui lui cornent je ne sais quoi aux oreilles. Et monsieur le curé qui est absent. Et mademoiselle Rose qui doit lui en dire de toutes les couleurs. Car, j'y pense, je cours bien vite au secours de Caroline, mademoiselle Rose a peur de moi, tout de même, elle sait que je ne me gênerais pas pour lui donner une claque si elle tourmentait ma sœur. Madame Delmy. Attends, Gribouille, je vais t'accompagner. Je ne savais pas que ta pauvre mère fût morte. Madame Delmy se dirigea avec Gribouille vers la maison de Caroline, elle y trouva mademoiselle Rose caquetant au milieu d'un groupe de femmes, s'approchant d'elle, elle lui demanda pourquoi elle se trouvait là, au lieu d'être au marché pour ses provisions. Mademoiselle Rose. J'étais venue, madame, pour donner quelque consolation à Caroline, la sachant dans le chagrin. Jolie consolation, s'écria la vieille Nanon indignée, vous lui disiez des sottises sans fin et vous la menaciez de lui faire perdre ses pratiques. Mademoiselle Rose. Moi? Peut-on dire? C'est impossible. Seigneur Jésus. Nanon. C'est possible, puisque cela est. Depuis une demi-heure que vous en dites, vous devriez avoir la langue desséchée par la méchanceté. Mais ce n'est pas vous, mauvais cœur, qui ferez du tort à une pieuse et honnête fille comme Caroline. Mademoiselle Rose. J'espère que madame n'ajoute pas foi au ragot de cette vieille. Nanon. Vieille vous-même. Voyez-vous l'insolente qui jette son venin aux autres. Vous en avez donc à revendre, la belle. Ce n'est pas moi qui vous en débarrasserai, toujours. Il n'aura pas de débit dans le pays. Madame Delmy. De grâce, taisez-vous, ma bonne Nanon. Se quereller dans la chambre d'une morte. C'est cruel pour la pauvre Caroline. Et vous, Rose, sortez d'ici et n'y remettez pas les pieds. Mademoiselle Rose. J'ai trop de respect pour madame pour résister à ses ordres. Je n'ai nulle envie de venir chauffer la bouillie de l'idiot et d'essuyer les larmes de sa sœur. Mon frère, mon pauvre frère, s'écria douloureusement Caroline. Sortez, dit avec autorité madame Delmy à Rose, en la saisissant par le bras et la poussant vers la porte. Rose n'osa pas résister à sa maîtresse et sortit. Je regrette bien ce qui vient de se passer, ma pauvre Caroline, dit madame Delmy en lui prenant les mains, je gronderai sévèrement Rose en rentrant chez moi. Si elle recommence à vous injurier, je la chasserai. Caroline. Je prie madame de vouloir bien lui pardonner, la pauvre fille était irritée d'une querelle qu'elle avait eue hier avec Gribouille, mais au fond elle n'a pas de méchanceté, c'est une petite vivacité qui passera. Je prierai aussi madame de me continuer ses bontés et de vouloir bien me faire travailler pour elle et ses enfants. Madame Delmy. Certainement, ma bonne Caroline, je viens d'acheter des robes d'été et je compte sur vous pour les faire le plus promptement possible. Je les commencerai aussitôt que la triste cérémonie de l'enterrement sera terminée, madame, dit Caroline en essuyant ses larmes qu'elle ne pouvait retenir, et j'y mettrai tous mes soins, madame peut bien y compter. Le curé venait d'entrer, après s'être agenouillé près du corps de la femme Thibault, il s'approcha de madame Delmy et la pria de continuer sa protection à Caroline et à Gribouille.
Ils causèrent quelques instants, Madame Delmy voulut emmener Caroline, qui s'y refusa positivement, pour rester près de sa mère jusqu'au moment où elle lui serait enlevée pour toujours. Après une nuit douloureuse passée près du corps de la morte, Caroline et Gribouille assistèrent aux pénibles cérémonies de l'enterrement. Quand ils rentrèrent dans leur maison déserte, Caroline pleura amèrement, et Gribouille lui-même ne put retenir ses larmes. Ce fut lui pourtant qui rendit à Caroline du courage en recommençant les raisonnements qu'il avait déjà fait la veille. « Nous avons bien de l'ouvrage, ma sœur, dit-il quand il la vit plus calme, le linge à laver, les effets de maman à ranger, et puis, les robes de Madame Delmy à faire. Caroline. Tu as raison, Gribouille, j'ai tort de me laisser aller, il me faut du courage, avec l'aide de Dieu j'en aurai. Gribouille. Et moi donc. Il m'en faudra du courage et de la tête pour tout faire à présent. Caroline, souriant. Tout faire? Quoi donc? Qu'auras-tu tant à faire? Gribouille. Laver le linge, bêcher, semer, arroser, soigner le jardin, nettoyer la maison, apporter de l'eau, acheter les provisions, réparer les meubles, faire le ménage. C'est toi qui faisais tout cela avec moi, jadis, à présent que nous n'avons plus la pension de 600 francs de maman, il faut faire de l'argent, et tu pourras en faire en travaillant, tandis que moi je ne puis que t'y aider en t'empêchant de te déranger de ton travail. Caroline. Bon Gribouille. Sais-tu que tu me seras très utile et que tu as de très bonnes idées? Vraiment, dit Gribouille rougissant de bonheur, je te serai utile? J'en suis bien heureux. Je te demanderai seulement de me dire tous les matins ce que j'aurai à faire et je le ferai. Oh! Tu verras avec quelle exactitude j'exécuterai tes ordres. Le pauvre Gribouille se mit tout de suite à l'œuvre en décrochant le balai et en nettoyant la maison, qui ne l'avait pas été depuis 2 jours. Il alla chercher de l'eau fraîche dans les cruches, cueillit dans le jardin les légumes nécessaires à la soupe du soir, les lava, les éplucha et les posa proprement près de la marmite où ils devaient cuire. Il s'occupa ensuite de préparer le menu bois nécessaire pour le repas. Caroline, pendant ce temps, mettait en ordre les effets qui avaient servi à sa mère, rangeait le linge et mettait à part ce qui devait être lavé et raccommodé. La journée s'acheva ainsi, triste, mais sans ennui. La fatigue du jour précédent leur procura une bonne et longue nuit. Lorsque Caroline s'éveilla, elle entendit sonner 7 heures, effrayée de ce sommeil prolongé, elle sauta à bas de son lit, fit une courte prière, s'habilla à la hâte. Caroline avait l'habitude d'entendre la messe chaque matin, ce jour-là, la messe était déjà dite, l'église était déserte. Caroline s'agenouilla près de l'autel et pria de tout son cœur pour sa mère, pour son frère et pour elle-même. Elle retourna ensuite à la maison, trouva Gribouille en train de se réveiller, et se mit à préparer leur frugal déjeuner. « Il est bien tard, je devrais être à l'ouvrage depuis 2 heures, dit Caroline quand ils eurent fini leur petit déjeuner. Gribouille. Que dois-je faire, moi? Caroline. Prends le paquet de linge sale que tu trouveras au grenier, et va le porter au lavoir, j'irai te rejoindre et t'aider quand j'aurai taillé et bâti les robes de Madame Delmy. Gribouille courut au grenier, prit le paquet et alla le porter au lavoir. Il s'assit à côté. Il attendit d'abord patiemment, mais après 1 heure d'attente il commença à trouver le temps long. C'est singulier que Caroline me fasse perdre ainsi mon temps. C'est ennuyeux de ne rien faire. J'irais bien lui demander de l'ouvrage, mais elle m'a dit, j'irai te rejoindre. Il ne faut donc pas que j'y aille. Gribouille attendit 1 autre heure, quand, à sa grande joie, il entendit la voix de Caroline qui l'appelait. Gribouille, Gribouille, as-tu fini? As-tu encore besoin de mon aide? J'ai préparé mes robes et je vais me mettre à coudre les jupes. Eh bien. Qu'as-tu donc? Ajouta-t-elle avec surprise et frayeur. Tu as pleuré? Tu pleures encore? Gribouille, sanglotant. Je m'ennuie. Caroline. Et pourquoi n'es-tu pas rentrée après avoir fini? Je ne croyais pas que tu en aurais pour plus de 2 heures. Gribouille. Tu m'avais dit que tu me rejoindrais, je t'ai obéi. Caroline. Pauvre Gribouille. Tu as mal compris. Gribouille. Mais non, j'ai très bien compris, tu m'as dit,
je te rejoindrai. Caroline, avec tristesse. C'est moi qui me suis mal expliqué, j'ai oublié que tu étais un peu trop obéissant. Gribouille. Je t'ai promis de t'obéir exactement et toujours. Caroline, soupirant. Tu as raison. Je me suis mal expliqué. Emportons le linge, puisqu'il est fini de laver. Gribouille. Il n'est pas lavé du tout. Je ne l'ai pas seulement défait. Caroline. Comment pas lavé, pas défait? Mais qu'as-tu donc fait depuis 2 heures? Gribouille. Je t'ai attendu. Caroline. Mais, je t'avais dit. Gribouille. Tu m'as dit, porte le paquet de linge au lavoir, je l'ai porté. Caroline. Et tu ne l'as pas lavé? Gribouille. Tu ne me l'avais pas dit, je t'ai obéi exactement. Caroline. Oui. C'est vrai, tu as obéi exactement, très exactement. C'est encore moi qui ai tort. J'aurais dû t'expliquer plus clairement. Gribouille. Est-ce que tu aurais désiré? Caroline, souriant. Trouver le linge lavé, mon bon Gribouille. Mais pour me punir de t'avoir si mal expliqué ton ouvrage, je vais m'y mettre avec toi, nous irons vite à nous deux. Gribouille. Et tes robes? Caroline. Mes robes viendront après, j'ai beaucoup dormi cette nuit, je veillerai un peu ce soir, et tout sera réparé. Gribouille. Non, Caroline, je vois bien que c'est ma faute, même que. Tu ne le dises pas, c'est moi qui la réparerai. Va travailler, je vais laver tout le linge tout seul et je ne le rapporterai que lorsque j'aurai tout fini. Caroline. Tu ne le pourras pas avant la nuit, mon frère. Gribouille. Je le pourrai, je sais bien ce qu'il y avait de linge du temps de maman, j'en lavais plus que cela dans la journée. Caroline. Oui, dans la journée, mais tu n'as plus qu'une demi-journée à présent. Gribouille. C'est égal, tu vas voir. Et Gribouille, défaisant vivement le paquet, ôta sa blouse, releva les manches de sa chemise, plaça un drap sale sous ses genoux et se mit à laver, à frotter avec une telle activité que Caroline consentit à le laisser faire sa besogne, lui promettant de revenir dans 2 heures pour le faire dîner. Caroline revint effectivement à 1 heure de l'après-midi, mais elle n'eut pas besoin d'aller jusqu'au lavoir. Elle rencontra Gribouille qui revenait avec son lourd paquet de linge mouillé, bien blanc, bien lavé et prêt à être étalé pour sécher. Elle voulut le décharger de ce poids, il ne consentit pas à le lui abandonner, et ne déposa le paquet que dans le grenier où il devait rester. Gribouille était rouge et suant, mais content et radieux. Caroline loua son courage, l'embrassa et essuya son front et ses cheveux mouillés. Après quoi ils se mirent à table. Le travail leur avait donné de l'appétit, ils mangèrent avec délice la soupe aux légumes, l'œuf dur et le beurre frais qui composaient leur repas. Caroline donna à Gribouille et se donna à elle-même 1 heure de repos pour le dîner et la conversation, après quoi Gribouille alla bêcher le jardin, et Caroline continua les robes de Madame Delmy.